arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Notre invité cette semaine s'appelle Mathieu Buche, il est directeur de l'Action chrétienne en Orient, l'ACO. Ensemble, on essaye vraiment de bien bénéficier de cette expertise, de votre regard, Mathieu Buche, sur la situation en Orient, les églises également en Orient. Et bien là, on va s'intéresser tout particulièrement au Liban qui fait l'actualité. Alors, on va parler bien sûr de l'explosion, voire même des explosions, mais aussi bien sûr de tout le contexte latent. Vous avez appris comment cette nouvelle, Mathieu Buche, de l'explosion ? Alors, c'était mon premier jour de vacances, donc voilà, on espère toujours partir en vacances, qu'il ne se passe pas grand-chose pendant les quelques jours, et là, c'était vraiment pas le cas. Donc en fait, comme j'étais en camping, c'est sur le WhatsApp. WhatsApp est très utilisé chez nous, mais aussi en Orient, très pratique pour communiquer. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas faire de pub peut-être, mais enfin, oui, voilà. ça leur changera pas grand-chose. C'est presque devenu un nom commun, quoi. Oui. Et d'un coup, j'ai eu les nouvelles. On m'a aussi appelé de France, mais aussi les nouvelles des uns et des autres. Donc le premier réflexe, c'était de savoir si ceux qu'on connaît personnellement, bien sûr, étaient touchés gravement ou pas. Alors, certaines personnes qu'on connaît ont été blessées par cette explosion gigantesque. Mais heureusement, il n'y a pas de blessures trop graves parmi les gens qu'on connaît. Voilà, mais il y a quand même eu, je crois, 200 personnes décédées. Il y a quand même eu 6500 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri, quoi. C'est quelque chose d'assez énorme, quoi. Et est-ce qu'on sentait venir cette situation, selon vous, ce genre de drame ? Non, parce que là, tout est toujours possible au Moyen-Orient, et quand on croit avoir compris quelque chose au Moyen-Orient, c'est qu'on n'a pas tout compris. Non, on peut imaginer des tensions, des guerres, des conflits, mais voilà, une explosion de cette ampleur, je crois que personne s'y attendait, et pas les Libanais au premier chef, quoi. Et qui est responsable, selon vous ? Alors, justement, on en parle beaucoup, mais... Bon, je pense que cette explosion, elle est le symbole, le symptôme de la déliquescence peut-être, ou du grave gouffre devant lequel est le Liban, quoi. Parce qu'elle n'est pas survenue, enfin, on parle de négligence, alors on se méfie toujours, quand il y a tellement d'incertitudes, quand c'est tellement énorme, il y a des gens des fois qui partent dans les théories du complot, tout ça, parce qu'on est très insécurisé, on cherche des réponses, et puis il y a tellement d'enjeux politiques et de confrontation dans la vie libanaise, que voilà, est-ce que c'est pas un qui a fait le coup, mais on verra pas très bien l'intérêt de détruire le port et plusieurs quartiers de Beyrouth, alors qu'on voit bien des fois les intérêts d'attentats ciblés, voilà, etc. Non, là, je pense que c'est sans doute vraiment le signe de la corruption, de l'incompétence de la classe dirigeante, quoi, de la classe économique et politique qui a laissé partir le pays à la dérive. Il faut vraiment comprendre que cette explosion, elle survient dans un pays qui était formidable, mais qui subit une crise économique et sociale énorme depuis plusieurs mois, et qui est devenue très prégnante en octobre dernier, avec beaucoup de manifestations pacifiques, notamment des jeunes, mais pas que, et pour réclamer un changement du système politique, pour avoir moins de corruption et avoir un pays qui fonctionne mieux. Il faut voir que le système bancaire était, basé sur un endettement de l'État, des banques, des intérêts à court terme, dans un pays où on apporte 80% de ce qu'il faut pour le quotidien, et que ce système pyramidal s'est effondré parce que l'ambiance économique mondiale ne permettait plus tout cet afflux de cash pour toujours faire rentabiliser les comptes bancaires des plus riches et tout. Et donc ça s'est un peu effondré, l'État s'est retrouvé en faillite, mais ça a eu des importances énormes pour les gens. Et les gens normaux, on va dire, les 99% de la population, qui a vu une inflation majeure se développer, avec les prix ont quadruplé, avec du coup le chômage qui augmente, des salaires divisé par deux, ou des gens mis à la porte. On était à 35% de Libanais sous le seuil de pauvreté, on est passé à 55% en quelques mois, avec des gens qui commencent à avoir faim,
Voilà, donc c'est une situation vraiment, vraiment difficile. Et quelque part, pour moi, cette explosion, elle est révélatrice de tout ce qui ne va pas dans le pays, quoi. Et qu'est-ce qu'il convient de faire? Enfin, c'est cette corruption qui est à l'origine, selon vous, justement de cette difficulté qui traverse le pays? Ou est-ce qu'effectivement, c'est à remettre dans un contexte plus global? J'imagine il y a plusieurs choses enchevêtrées. Il y a effectivement un système politique qui est à bout de souffle. Un système politique qui est basé sur les appartenances communautaires, les fameuses 18 communautés religieuses reconnues. C'était un peu comme ça que le pays a été fondé. Et dans ces institutions, il faut absolument, par exemple, pour se partager le pouvoir, que le président soit chrétien, maronite, le Premier ministre, qui lui maintenant a plus de pouvoir, soit sunnite, que le chef du Parlement soit chiite, et ainsi de suite. Donc il y a tout un jeu d'alliances, mais qui se fait entre les principales familles, qui sont pas toujours les mêmes, et qui se partagent aussi les rênes du pouvoir économique. Donc qui a beaucoup d'intérêt à ce que cette sorte de clientélisme basé sur les appartenances religieuses, culturelles fonctionne. Et voilà, au Liban, quelque part, sur la carte d'identité, il y a marqué si vous appartenez à telle ou telle communauté. Une partie du droit aussi, du droit de la personne est liée à votre appartenance. Et s'il faut se marier, se divorcer, hériter selon les communautés, on va devant un tribunal religieux, c'est pas un tribunal civil. Et on connaît aussi l'histoire difficile du Liban avec la guerre civile qui a duré 15 ans, entre 75 et 90. Les Libanais ne veulent plus revivre ça, mais voilà, tout le système libanais est coincé dans ces institutions qui limitent la vie démocratique et qui permet en fait des arrangements où la corruption joue à plein, le clientélisme joue à plein, et un système bancaire où on a fait des choix qui ont mené le pays à la ruine. Et donc, la majorité des gens voudraient réformer ça, qu'on se débarrasse de tout ce système, qu'on se débarrasse aussi le dégagisme de toutes ces vieilles classes politiques, de personnes qui ont joué des rôles majeurs dans la guerre civile, et qui sont toujours là au pouvoir de manière ou d'une autre, et puis qui changent d'alliance selon les intérêts. Enfin, très compliqué. Là-dessus, vous rajoutez aussi le Hezbollah, qui est le seul parti politique qui a encore une branche armée, qui n'a pas été désarmé après la guerre civile et qui a un rôle avec l'Iran, un conflit avec Israël. Enfin, voilà. Et les puissances autour aussi se sont toujours... ont toujours utilisé le Liban comme caisse de résonance, comme enjeu aussi pour leur propre politique. C'est vrai que quand on pense c'est compliqué, quoi. Quand on pense au Liban, on voit à la fois un pays qui nous ressemble assez, très, très libre, et en même temps, on voit effectivement des images plus classiques du Moyen-Orient où justement cette liberté est particulièrement entravée. Oui, c'est surtout que la vie démocratique normale a du mal à fonctionner. Le renouvellement de la vie démocratique et la question trouver une forme de laïcité où les religions ont encore leur rôle, mais un rôle qui interfère moins dans les choix démocratiques. Voilà. Pourquoi est-ce que si moi je suis protestant, est-ce que je dois voter pour un tel qui représente les protestants? Est-ce que je ne peux pas voter pour quelqu'un qui est plus compétent et qui est d'une autre confession? Voilà. Pour simplifier, je ne suis pas non plus spécialiste de tous les détails du Liban, mais c'est vrai que le Liban est cher à la France, parce qu'à cause de toute cette histoire commune depuis le mandat et puis même avant, et puis de cette forte minorité chrétienne qui était toujours ouverte aussi sur l'Occident. Donc il y a toujours un lien fort, quoi. C'est un peu la porte d'entrée de l'Orient pour nous. Les chrétiens libanais sont à cheval aussi entre une culture orientale et une culture occidentale. Et donc c'est un pays qui est passionnant, mais qui est là face à des difficultés très très grandes. Et c'est clair que, en tout cas pour les gens que je connais, les interventions de Emmanuel Macron lorsqu'il est venu sur place pour mettre un peu de pression, demander des réformes, ça a été bien reçu. Après, peut-être pas par tout le monde, mais en tout cas par la population, par une partie des gens qui veulent un changement. Il dit sans pression extérieure, on aura du mal à aboutir à des réformes. Maintenant, est-ce que ça va être possible? On ne sait pas trop, quoi. Justement, Mathieu Buch, on le rappelle, vous êtes directeur de l'Action chrétienne en Orient. Quel est le retour des églises du Liban par rapport à cette situation de crise que traverse le pays, et aussi par rapport justement à ces explosions sur place? Qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce qu'on agit? Alors déjà, les églises se sont
de manière œcuménique et unanime, elles se sont prononcées pour le soutien aux réformes quand les manifestants, à partir du mois d'octobre, ont commencé à réclamer un changement de gouvernement, ce qui a eu lieu d'ailleurs, et à vouloir des changements profonds dans le pays. Les églises ont vraiment dit que ça suffisait maintenant la corruption, qu'il fallait vraiment changer les choses. Donc c'était une prise de position forte. Et suite à l'explosion, les Arméniens, avec lesquels on est très liés, l'Union des églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient, les protestants arméniens libanais à Beyrouth ont beaucoup de bâtiments, d'églises, de bureaux, d'écoles situés proches du port. Donc ils ont été impactés au niveau des bâtiments, mais fortement. Il y a une douzaine d'églises, d'écoles, de bureaux qui ont besoin de réparation pour plus d'1 million de dollars, quoi. On va les aider pour ça avec d'autres partenaires européens et américains. On va aussi aider cette église à répondre aux besoins des gens. Les besoins des gens, c'est la réhabilitation de leur logement avant l'hiver. Ça c'est vraiment la course pour que ceux qui ont eu toutes ces fenêtres, ces portes, voire ces murs éventrés, puissent un minimum retaper les choses. Et puis aussi aider à la vie quotidienne. Parce que justement, toute cette crise, cette inflation, ces problèmes économiques sont toujours là. Quelque part, c'est aggravé par cette explosion. Et les gens ont besoin, enfin les plus pauvres en tout cas, ont besoin d'aide pour l'aide alimentaire, de l'aide pour payer les soins. Il y a évidemment la sécurité sociale libanaise, elle est presque inexistante. En tout cas, elle ne fonctionne pas assez bien, elle ne couvre pas assez de choses, mais de l'aide aussi pour la scolarité. Vraiment pour des choses très, très, très importantes, aussi pour payer le loyer ou l'électricité qui est souvent coupée. Il faut souvent payer des générateurs dans le quartier, mettre de l'essence dans le groupe électrogène pour avoir de l'électricité, parce que l'État est défaillant là aussi. Donc, et puis l'autre église arabophone, le synode arabe, a eu moins de dégâts parce que leur bâtiment simplement était plus loin, mais a créé depuis quelques années, en lien avec la crise syrienne, une petite ONG qui s'appelle Compassion Protestant Society, donc CPS. Et là, ils ont démarré un programme le 15 septembre qui s'adresse à 1000 familles, parmi les plus défavorisées, protestantes ou pas, chrétiennes ou pas. C'est pas ça le critère. Le critère, c'est les besoins des gens sur place. 1000 familles défavorisées qui, là aussi, ont besoin d'avoir leur logement réhabilité et qui vont être accompagnées financièrement pour pouvoir assurer leur quotidien d'ici, au moins pendant 3 mois, quoi. Et rien que ça, c'est aussi estimé à 1 million de dollars, quoi. Donc, tout le monde essaie de contribuer. Et donc ça, c'est des choses tout à fait concrètes. Et je veux dire qu'il y a un bel élan de solidarité, alors dans le monde entier, mais aussi en France, et particulièrement dans les églises protestantes. Beaucoup de donateurs se sont mobilisés, mais évidemment, tout ce qui peut encore venir sera vraiment le bienvenu, vu les sommes. Et la première chose aussi qu'on nous a dit, c'était que cette situation, dans le contexte tellement dégradé, on en a pour des années à se remettre de ça. Et alors, du coup, puisque c'est une question qui est assez intéressante, qui concerne les dons, donc des gens qui souhaitent soutenir des actions humanitaires, puisqu'on est finalement dans ce cadre-là complètement. Alors, et j'avoue que je fais une petite confession au passage. Parfois, je soutiens des grands organismes à titre personnel d'aide, d'entraide humanitaire, etc. Mais parfois, effectivement, on sent que effectivement, c'est une grosse machine qui est derrière. On a la possibilité justement d'aider ce genre de programme très personnalisé, qui ont une taille humaine, entre guillemets. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il faut contacter l'Action chrétienne en Orient si on veut justement se joindre à ce type de projet? Oui, alors le plus direct pour ceux qui sont sur Internet, c'est de faire un don en ligne sur notre site. Et il suffit de marquer, parce qu'on peut laisser un petit message, par exemple pour le Liban, pour les sinistrés du Liban, ou les sinistrés de Beyrouth. Enfin voilà, on comprend tout de suite. Alors quand le don est fléché comme ça, on transmet 100% du don à l'église partenaire ou à l'ONG partenaire comme CPS par exemple. C'est ce qu'on appelle des dons fléchés. Et donc on garde rien parce que par ailleurs... beaucoup de paroisses et l'Union des églises protestantes d'Alsace-Lorraine, l'UEPAL, nous soutient pour notre budget global, pour nos projets, mais aussi pour le fonctionnement. Et donc, ces fois, les dons des donateurs, quand ils sont fléchés comme ça pour quelque chose, ils sont entièrement versés pour l'action ou pour le projet. Et donc, nous, on a la chance, effectivement, d'être dans une taille modeste. Je dis la chance parce que
Du coup, on se connaît. Moi, je vais sur place, on visite, on discute, on fait des rapports, mais il y a des liens de confiance aussi qui sont établis depuis longtemps. Donc, on peut tout à fait... voilà, moi, je suis très en confiance avec mes partenaires parce que je les connais, je les rencontre, j'ai appris à connaître leurs valeurs et leur engagement qui est souvent très, très fort. Et je sais que l'argent va pas s'évaporer, quoi. Hein. Justement, dans un contexte de corruption, c'est là qu'on peut se dire, tiens, donner de l'argent là-bas, ça peut être dangereux. Tous les Libanais ont dit, surtout ne passez pas par des agences gouvernementales libanaises, passez par des choses dont on a confiance. Alors la Croix-Rouge libanaise est connue pour être quelque chose de confiance, c'est un gros organisme qui a beaucoup reçu, très bien, il y a d'autres choses, mais c'est vrai que voilà, ceux qui ont confiance en l'Action chrétienne en Orient, pas de problème, nous on transmet intégralement le don quand il est fléché comme ça. Super, merci pour l'information, une bonne solution pour venir en aide concrètement. Mathieu Buche, on le rappelle, vous êtes directeur de l'Action chrétienne en Orient. Rendez-vous sur le site internet justement pour toutes les informations. Vous googlisez Action chrétienne en Orient ou Action chrétienne en Orient Strasbourg et vous arrivez à bon port. Vous êtes notre invité pour toute cette semaine et on va vous interroger sur votre situation personnelle, votre expérience personnelle, puisque vous avez justement, vous le disiez à l'instant, visité à de nombreuses reprises différents pays du Moyen-Orient. Et on va essayer de comprendre les expériences que vous avez vécues, un petit peu de se projeter dans vos chaussures et de voir ce que vous avez pu voir et sentir. Voilà, Mathieu Buche, l'invité de 5 colonnes à la une toute cette semaine. 5 colonnes à la une.